bientôt un an, plus d'un an, que le PASTEF est au pouvoir. La plupart des compatriotes espéraient un changement rapide à leur arrivée du pouvoir parce qu'ils nous ont vendu non seulement un projet et des idées grandioses, et ils avaient aussi, on leur prêtait aussi la compétence, puisque essentiellement l'équipe du PASTEF travaillait dans le ministère de l'économie et des finances. On pense quand même que des gens qui sont parmi les cadres supérieurs du ministère de l'économie et des finances doivent en savoir un rayon sur le fonctionnement de l'économie d'un pays. Or, et c'est là le paradoxe le plus lamentable, c'est que toutes les mesures qu'ils ont prises ou les comportements qu'ils ont eus d'emblée ont eu des impacts directs mais négativement sur les finances du pays et sur l'économie du pays. Par ces déclarations, on ne peut plus hasardeuses, au nom d'une soi-disant transparence, le Premier ministre nous a fait en sorte que la note du Sénégal est au plus bas, qu'on emprunte à des taux démentiels insupportables pour le pays, que les investisseurs ne se bousculent pas au Sénégal et que l'économie est quasiment à l'arrêt. Signes et preuves ne peuvent être plus évidentes d'une incompétence notoire dans le domaine de l'économie qui devrait être pourtant leur domaine de spécialisation. Et je m'en vais donner quelques petits exemples pour illustrer mon propos. Le secteur de la pêche vit des difficultés incommensurables. J'ai rencontré récemment, à leur demande, un syndicat de pêcheurs. Ils disent que la brèche de Saint-Louis a englouti près de 40 vies en un an. 40 personnes disparues dans cette brèche. Et rien n'est tenté. C'est comme si ça ne se passe pas au Sénégal. Ils disent que leurs pirogues qui sont faites, qui sont des pirogues artisanales, qui méritent, alors que si vous allez en Mauritanie, on commence à avoir des petits chalutiers financés par le gouvernement. Vous allez au Maghreb, c'est que des chalutiers modernes, il n'y a pas nos petites pirogues artisanales. Même l'effort qui avait été fait pour leur fournir des moteurs hors bord, cet effort est en train d'être, sous des prétextes nébuleux, arrêté par le gouvernement, alors même que c'est un secteur qui a voté massivement pour le changement. Si nous quittons le secteur de la pêche pour aller, par exemple, vers le secteur des BTP, aujourd'hui, tout le monde sait, et ils l'ont dit publiquement, les entreprises de BTP au Sénégal qui employaient beaucoup de personnes, faisaient vivre directement beaucoup de personnes et faisaient vivre indirectement beaucoup. Les entreprises de BTP sont presque à l'état de léthargie. La compagnie des entreprises, CDE, est restée 3 mois sans payer les salaires de ses employés. La compagnie sahélienne d'entreprise CSE a licencié 650 personnes. Eiffage, semble-t-il, doit faire des appels de fonds depuis le siège de la France pour payer le personnel. Et si on sait que aussi, quand ces entreprises ne vont pas, les cimenteries et les carrières ne vont pas, parce que le ciment ne se stocke pas. Les chiffres d'affaires des cimenteries ont baissé de 25%. Le fer qui était importé, au lieu d'un bateau par mois, ce serait plutôt un bateau par 3 mois. Voilà les signes patents d'une économie qui souffre. Et l'urgence de l'heure, la plus haute urgence, ce serait de se retrousser les manches, de faire en sorte que ces secteurs sortent de la léthargie. Parce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Or, je l'ai dit aussi tantôt, de par ses propres initiatives, d'arrêter les chantiers sans discernement et sans raison, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont contribué à cette situation désastreuse pour l'économie du Sénégal. Et l'économie, ce n'est pas un micro, ce n'est pas un portable qu'on éteint, qu'on redémarre. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie, ça redémarre. Quand ça s'arrête, c'est difficile de redémarrer. Et ils apprennent à leurs dépens, eux qui auraient dû en savoir plus que nous, puisqu'ils sont au ministère de l'économie et des finances. Ils ont fait 15 ans, 20 ans, on se demande à quoi ils faisaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils n'ont rien appris.
Vous aurez dû savoir que toucher au secteur du BTP, c'est prendre le risque de mettre l'économie du pays dans une situation d'arrêt. Prenons un autre secteur, le secteur de l'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au moins à l'année 2023-2024. C'est-à-dire, c'est comme si nous avions un an de retard sur le reste du monde. Alors qu'ailleurs, les gens s'apprêtent à faire leurs examens de fin d'année dès le mois prochain. Nous envisageons de commencer à démarrer l'année 2024-2025. Le gouvernement, s'il se présente aux Sénégalais, particulièrement à l'Assemblée nationale, devrait expliquer aux gens, aux personnes, au peuple, les raisons ou les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation. Mais ce n'est pas notre préoccupation. Alors, j'ai parlé tantôt de beaucoup de licenciements et de pertes d'emplois dans le secteur des BTP. Il se trouve que c'est comme si le gouvernement leur dit « Chiche, je vais faire plus que vous ou pire que vous ». En licenciant beaucoup de travailleurs dans des entreprises au prétexte de motifs économiques. Pardon? 30 814. Vous vous rappelez le problème des policiers radiés, c'était 8 000 personnes. Et on l'a traîné sur près de 20 ans à cause des drames, etc. Là, on licencie 30 800 personnes en les remplaçant souvent, parce que, est-ce que vous avez vu des appels à candidature pour ces postes? Est-ce que vous avez vu dans les journaux et dans les sites de ces agences, de ces entreprises, des appels à candidature pour soi-disant postuler et offrir même, ne serait-ce que ceux qui sont partis, une priorité et des chances pour récupérer ces postes si éventuellement ces postes étaient retenus? Est-ce que vous avez vu? Et pourtant, je connais une entreprise, je pousse davantage les investigations, je vous reviendrai, une entreprise où le DG a recruté son ami, on dit sa copine, son garde du corps, etc., et leur a même alloué des primes de fin d'année consistantes. Voilà la situation que vivent les Sénégalais et les Sénégalaises. En dehors des licenciements dans des entreprises du secteur privé, il y a des licenciements dans le secteur public. Au même moment, on parle de recrutement d'enseignants. Les syndicats d'enseignants, on les a vus à la télé, particulièrement le Sud-Est, dire que d'habitude, quand il y a des recrutements, il y a des critères précis et clairs. Et les listes provisoires sont affichées, afin que nul n'en ignore et que tout le monde puisse voir la qualité, les formations, les compétences des gens qui ont été recrutés. Là, on envoie des SMS et il semble qu'on fera le point quand toutes les listes et les investigations seront sorties. Il semble que beaucoup de gens qui devraient avoir la préemption, notamment ceux qui étaient dans l'appui des enseignants qui étaient dans l'appui des classes défavorisées, ne sont même pas pris en compte. Voilà le Jubanti. Mais on nous avait averti, hein, un ministre nous avait averti. Moi, je recrute que des gens encartés Pastef. Et c'est ce qu'on vit en direct. On le voit de manière... On n'a pas besoin d'explications sophistiquées, on n'a pas besoin de creuser. On sait très bien que c'est cette politique qui est en œuvre. Alors, deux situations qui participent à rendre qui illustrent l'incompétence du gouvernement et participent à rendre l'économie du pays fragile. Deux exemples, parmi 1000. Vous savez que le prix du carburant, le Sénégal, et je viens de consulter avant, hier j'ai fait un enregistrement podcast là-dessus, vous le verrez certainement dans les prochains jours. Le Sénégal est l'un des pays de la sous-région où le pays de la sous-région, je ne dis pas l'un des pays, le pays de la sous-région où le carburant est le plus cher qu'au Mali, alors que le Premier ministre Sonko faisait de sa campagne électorale en disant qu'il n'est pas normal que le carburant du Mali qui passe par le port de Sénégal soit plus cher, soit moins cher, que le carburant soit plus cher au Sénégal qu'au Mali.
tenez-vous bien, même en arrivant ici, j'ai consulté encore le site spécialisé sur ces questions. Au Mali, l'essence coûte 775 à Bamako. Vous pourrez me sortir des chiffres en me parlant de Ménéka ou d'ailleurs où, à cause de la rébellion et des risques, le carburant peut coûter beaucoup plus cher. Mais à Bamako, c'est 775. À Ouagadougou, c'est un peu autour de 650. Au Sénégal, des pays enclavés en guerre, au Sénégal, c'est 990, plus de 200 francs. On sait que depuis un an, le cours du baril a chuté de plus de 20%, 21, et quelques pourcents. Pourquoi il est impossible de répercuter cette chute, cette baisse de prix sur le prix à la pompe? Pourquoi? On rend ainsi plus cher le fait de produire au Sénégal, de se déplacer au Sénégal. On impacte les entreprises, les boulangeries, les pêcheurs, dont l'essence carburant est chère, est devenue plus rare. Comment le pétrole peut-il coûter moins cher au Burkina, qui n'est pas un pays producteur de pétrole, et nous le sommes devenus, qui n'est pas un pays côtier, dont l'essence passe par le Togo, ou le Ghana, ou le Bénin, pour arriver par des camions-citernes à Ouaga, et à l'intérieur de Ouagadougou, qui est 2 fois, 3 fois plus étendu que le Sénégal. Parce que le gouvernement met des taxes là-dessus, extrêmement importantes, et ne refuse de faire bouger ces taxes-là à la baisse. Il y a longtemps que le prix de l'électricité, il y a longtemps que le prix du pétrole à la pompe aurait dû baisser drastiquement. Il y a longtemps que le prix du riz aurait dû baisser drastiquement parce que depuis un an également, le prix du riz a baissé d'un tiers, 30%. Car ceux qui nous avaient promis que 2 mois après leur arrivée du pouvoir, le Sénégal aurait un visage nouveau, voilà la réalité. Un autre élément qui empêche les entreprises de fonctionner dans des conditions normales, c'est l'insécurité. On a vu un hôtel 5 étoiles, qui a été inauguré en grande pompe, vendu un peu partout dans le monde, faire l'objet d'une attaque à main armée. C'est quelque chose d'incroyable. On a vu, comment voulez-vous après que les touristes viennent? Comment voulez-vous que les hommes d'affaires aient confiance pour aller dans des hôtels sénégalais? Vous avez vu combien nos hôtels sont devenus des banqueurs. On a vu l'entreprise Polytech vers Diamniadio être attaquée. On dérobe de l'argent, on ligote les gardiens. Si les policiers et les autres faisaient des rondes régulières, si la gendarmerie et la police étaient suffisamment équipées, au lieu d'aller acheter 280 milliards d'armes pour faire la guerre à qui? Alors que nous, on a l'insécurité totale dans ce pays, les entreprises subissent des situations incroyables. Voilà encore un autre signe d'incompétence. Je dis que si le Premier ministre a de la force, comme il aime à se le présenter, s'il est aussi puissant comme il aime à se présenter, voilà des ennemis à la mesure de sa puissance et de sa compétence. L'insécurité au pays. Le fait de pouvoir ramener le prix du carburant à sa juste valeur. Et de toutes les autres. Le fait de pouvoir ramener l'année universitaire. Et quand il vient à l'Assemblée nationale, ce devrait vraiment être pour expliquer aux gens par quel processus il va conduire le pays vers l'avenir qu'il nous a promis. Parce qu'un projet, quoi qu'on puisse dire, surtout sur le dire 5 ans, c'est comme un bâtiment, ou bien un champ de manguier, un verger de manguier, un projet de manguier. On voit quand même la première année les fondations, les premiers mois, puis on voit le premier étage, puis on voit les finitions, ainsi de suite. C'est ça un projet immobilier d'envergure, où on voit les premières pousses. La deuxième année, on voit grandir. La troisième année, on voit fleurir. Mais si on voit même pas, on voit rien pousser, rien ne pousse, ni dans le domaine du béton, ni là dans le domaine de l'agriculture, ni dans le domaine des industries, rien. Vous allez dans une ville comme Thiès, 500 000 habitants, il n'y a plus d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de pêche. 500 000 habitants qui vivent de l'informel. Ça, c'est quelque chose qui doit inquiéter ceux qui nous gouvernent, parce qu'il y a autant de personnes qui constituent, si on ne leur donne pas de l'emploi, une bombe potentielle.
le Premier ministre, quand il vient de l'Assemblée, cette tribune où si Cheikh Anta Diop, qui semble être leur référence, était, il nous ferait rêver. Il nous parlerait peut-être de comment on doit faire en sorte pour rivaliser avec les Européens sur l'intelligence artificielle. Comment on va faire des drones pour faire en sorte que le désert même on puisse cultiver, ou des robots. Comment on doit faire en sorte pour atteindre notre autosuffisance. Comment on doit faire en sorte pour être la clinique de l'Afrique de l'Ouest ou l'usine de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'aurait dit Cheikh Anta Diop. Et vous imaginez Cheikh Anta Diop parler comme Idi Amin Dada. Vous imaginez Cheikh Anta Diop ou Mamadou Dia parler comme Idi Amin Dada. Or, le Premier ministre, lors de son dernier passage, a parlé comme Idi Amin Dada. Non content de dire, comme Idi Amin Dada, que dans ce pays, on garantit la liberté d'expression, mais on ne garantit pas la liberté après l'expression. Ça, c'est l'envers de la démocratie et de notre Constitution qui garantit la liberté d'expression. Et eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes prêts et nous devons être prêts à mourir si on nous empêche notre liberté d'expression. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans les événements sont des combattants de la liberté. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-il après dire que nous garantissons la liberté d'expression, mais nous ne garantissons pas la liberté après l'expression? Et après ça, il dit quoi? Il dit que nous, si on nous insulte, on ne va pas répondre par les insultes. Quand un insulteur dit ça, ça fait rire. Il dit non, là où j'appartiens, on enlève nos boubous, on se bagarre. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Idi Amin Dada, voilà quelqu'un qui aimait se dévêtir parce que c'était un sergent de l'armée britannique, un colosse, et il aimait régler ses problèmes à coups de poing. Il battait contre ses ministres, il se battait contre tout le monde parce qu'il était un colosse. Mais un colosse qui n'avait pas beaucoup de cerveau. Et la Tanzanie, qui avait l'Ouganda, à la Tanzanie. Je pense à la Tanzanie parce que c'est Nyerere qui l'avait chassé au pouvoir après. L'intervention des forces. La Tanzanie, l'Ouganda, mon Dieu. L'Ouganda, malgré ses énormes potentiels qui auraient pu être une perle de l'Afrique, n'a cessé de dériver. Au point où il a fallu effectivement la Tanzanie, les forces tanzaniennes pour venir mettre fin au massacre qu'il perpétue. Est-ce que Idi Amin Dada est un modèle pour son cours? Idi Amin Dada peut-il être un modèle pour le Sénégal? Est-ce que nous, avec tout notre passé, nous pouvons dire que les problèmes, une autorité devant l'Assemblée nationale doit pouvoir dire qu'on doit régler nos problèmes à coups de poing et non aller devant les cours et tribunaux? Parce que quand on n'a pas de compétences et de connaissances, on peut dériver sans s'en rendre compte et appartenir à un camp qui est le nôtre, naturellement le camp de Idi Amin Dada et autres. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je viens juste sur le défi qu'il m'avait lancé. J'attends toujours. Vous connaissez le bonhomme. Il nous a habitués à des inventions de son cru. Il avait dit ici que Macky nous avait financé à hauteur de millions. Le lendemain, ils ont inondé les réseaux sociaux en disant que nous aurions reçu 800 millions, que nous étions à la maison de Macky avec Mahmoud Saleh. Ils ont donné plein de noms. Ils ont construit un scénario que beaucoup croyaient vraisemblable. Et ils ont inondé les réseaux sociaux, les WhatsApp. Vous l'avez vu certainement. Tout le monde avait vu ces accusations graves sur notre personne. Totalement fausses. Vous connaissez le bonhomme et ses pratiques. S'il avait une once de papier qui tend à prouver que sur les contrats pétroliers, j'ai fait quelque chose qui n'est pas normal, le monde entier en aurait été inondé. Il n'a rien et il ne peut rien sortir parce que, je peux le dire fièrement, je le dis, je ne suis pas souvent tenté par les attitudes d'autoglorification comme certains. Mais je peux le dire fièrement ici, en regardant l'ensemble des Sénégalais les yeux dans les yeux, et en mettant au défi quiconque de dire qu'il a fait plus que ça.
Je dis, j'ai arraché 4 contrats pétroliers, Oranto, Trace, Elenito et Africa Petroleum qui appartenait à Timis et qu'on a donné finalement à Total. Le bloc que j'avais arraché à Timis, African Petroleum, c'est celui qu'on a donné finalement à Total. Je peux le dire fièrement, quand j'ai commencé à comprendre dans quelles conditions Timis était entré dans notre pétrole, j'ai pris sur moi, en mettant tous les moyens dont j'avais à ma disposition en tant que ministre, pour dire qu'il faut qu'on arrache à Timis les 30% qui lui restaient pour que ça nous appartienne, pour que les Sénégalais profitent plus de leur pétrole. C'est dans le livre. C'est dans le livre et il y a des preuves écrites. Je peux vous envoyer la version électronique du livre si vous le souhaitez. Il y a des preuves écrites de ce que j'ai fait. C'est après mon départ, et c'est la raison principale de mon départ d'ailleurs. Je l'ai dit et redit. C'était justement la divergence entre est-ce qu'il faut vendre ces 30% de Timis à Cosmo, à BP ou pas. C'est pour avoir refusé cette transaction que je suis parti du gouvernement, je l'ai expliqué, l'affaire de Total n'était qu'un paravent. Bien, M. Sonko et M. Diomaye sont maintenant à la tête de ce pays. M. Sonko a écrit un livre qui s'appelle Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. J'étais là assis, le doyen Maudit Niang était là assis, beaucoup de personnes étaient là assis. Un homme, ça se mesure sur ses engagements. Il a parlé de spoliation. Il a dit que nous avons été spoliés et que lui, il allait reprendre, si on lui confiait les destinées du pays, il allait prendre toutes les mesures pour réparer les torts qui ont été faits au Sénégal. Je vais expliquer aux Sénégalais, à l'Assemblée nationale, quelles sont les mesures qu'il entend prendre et comment il entend s'y prendre. Au lieu de continuer à se lamenter sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait est fait. Ce qui reste à faire, c'est qu'il prenne ses responsabilités pour changer ce qui a été fait s'il peut le faire. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire en simple ministre. Et quand j'ai vu que c'était terminé, quand j'ai vu que je ne pouvais plus avancer plus loin parce que ministre, j'ai des pouvoirs délégués d'un chef, j'ai pris mes responsabilités, je suis parti. Qu'il fasse ce qu'il peut faire pour nous rendre notre pétrole. S'il ne peut pas, qu'il démissionne. Point. Je crois que je suis clair. Maintenant, s'il a des choses à montrer, qu'il les montre et on en parlera. Ces allusions-là, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas envie de donner l'impression d'acharnement particulier, mais j'aurais pu insister sur comment il avait dénigré Ahmed Khalifa Niass avant d'aller se présenter piteusement à lui pour s'excuser. Mesdames, Messieurs, on parle aussi des fonds Covid, puisque vous m'obligez à parler français, je ne peux pas faire une partie, laisser l'autre partie. Les fonds Covid, à l'époque, je fais partie de ceux qui avaient alerté. La République des valeurs fait partie de ceux qui avaient alerté en disant que l'urgence n'explique pas la dérogation des règles de gestion des finances publiques, qui sont des règles de prudence, et le Code des marchés publics prévoit des procédures en cas d'urgence. Et en tout état de cause, on ne peut pas donner du liquide, du cash à des gens qui le dépensent en amenant des petits bouts de papier comme justification. Ça, c'est ouvrir la porte à toute forme de déviance. Mais la machine de propagande de l'État à l'époque, s'il vous plaît, la machine de propagande de l'État à l'époque avait fait croire, avec l'appui de personnes bien intentionnées qui avaient peut-être été motivées à cet effet, que c'était la procédure la plus normale puisqu'on était dans une situation exceptionnelle. Mais nous avions dit
Il faut veiller en sorte que, dans cette ambiance de fin de monde, où tout un chacun doit penser à sa propre fin de vie, à faire ce qu'ils peuvent de mieux pour aider le Sénégal et les Sénégalais. Où des femmes et des journaliers mettent 500 francs pour aider le Sénégal. J'ai vu des maçons, 500 francs pour aider le Sénégal. Qu'il est indécent, inacceptable de détourner cet argent. Apparemment, d'après le rapport de la Cour des comptes, il y a eu des abus. C'est tout ce que je peux dire. Que la justice le fasse, traite les dossiers dans les conditions conformes au droit et à la loi. Personne ne doit avoir aucun état d'âme là-dessus. Mais, mesdames, messieurs, cette situation doit nous rappeler à une situation présente. 5 milliards vont être distribués dans des conditions tout aussi nébuleuses pour nous à des victimes dont personne, sinon l'administration, c'est-à-dire l'appareil politique de PASTEF, va arrêter la liste. Quand l'argent du Sénégal est distribué, il y a des règles et des normes. Dans ces circonstances, c'est la loi et le droit, la justice qui doit dire qui est victime, qui mérite quelle compensation. La preuve qu'il y a de quoi s'inquiéter, c'est que nous avons été mis au courant de l'affaire parce que 100 et quelques millions, 108 millions avaient été sous la table, donnés à des personnes sélectionnées sans qu'on sache quels critères, et d'autres ont estimé qu'elle avait autant de droits, ont crié, et c'est comme ça qu'on a pris l'affaire. Loolu moom lëndëm la du jub. Loolu moom lu lëndëm la ju bokk ci. Maintenant, ils ont, dans un budget qui n'a pas été voté, qui n'a pas été discuté, ils ont décidé de donner, et ce sera une commission qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiée, qui va faire les distributions de l'argent. Nous espérons d'abord que ça se passera. Bon, moi je ne crois pas que ça se passera normalement. Il y a un risque, il y a un cas flagrant de conflit d'intérêts. C'est ma liberté d'opinion naturelle. Ça s'appelle dans la Constitution liberté d'opinion. Je ne pense pas que ça se passera normalement. Puisque si l'appareil, les ministères, c'est l'appareil politique de PASTEF qui est là-bas. Les directions générales de protection sociale, Nangam Sangam, c'est l'appareil politique de PASTEF qui est là-bas. Eux-mêmes, ils ont venu à l'Assemblée, ils ont emmené beaucoup de gens dont ils ont dit c'est des victimes. Donc ils connaissent déjà les victimes. C'est leur appareil qui va distribuer l'argent. C'est un cas de conflit d'intérêts, c'est un parti et ses militants. Alors, on ne peut pas espérer moins qu'un rapport exhaustif de la Cour des comptes après les observations. Sinon, ils feront moins que Macky Sall. Macky Sall au moins a fait un rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. C'est ce qui nous vaut cette situation-là et ces renseignements. Je les mets au défi et les Sénégalais doivent exiger que ce que Macky Sall a fait avec le rapport Covid, en commandant un rapport de la Cour des comptes, qu'ils fassent autant. Et ils ne le feront pas. Qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, nous sommes en droit de penser ce qu'on veut. Et le moment venu, nous dirons ce qu'on en pense. Sur les fonds Covid toujours. Et sur le Ndampaye. Combien de mutilés de guerre on a qui, de temps en temps, manifestaient dans la rue, on leur empêchait de manifester. Des soldats qui sont morts ou blessés en Casamance, qui ont été rendus invalides en Casamance ou dans des opérations, qui réclament de l'État de l'argent et qui sont obligés de manifester. Sont-ils moins méritants de la République que des personnes qui étaient dans des manifestations politiques qui n'avaient aucune mission ni aucun contrat vis-à-vis de l'État du Sénégal? J'attends voir aussi combien la question des mutilés de guerre et des victimes comment la question des mutilés de guerre et des victimes sera traitée. Je terminerai en disant que le parquet s'est livré à ce qu'il présente comme étant une opération de clarification. Moi, j'appelle ça une opération d'obscuration ou d'obscurantisme. Nous dire une partie de la vérité pour nous empêcher de mettre le focus sur l'ensemble de la vérité s'appelle de la manipulation. La vérité, c'est qu'il y a d'autres rapports de l'IGE
qui ne sont pas sortis. La vérité, c'est qu'il y a d'autres dossiers, comme celui de l'ONAS, de l'ASER, qui doivent être évoqués. La vérité, c'est que dans notre pays, le président, le Premier ministre ont dit qu'ils font pression sur la justice et je pense que cette opération de sortie-là était liée à ça. Pourquoi on écrase un petit moustique, qu'il m'excuse de lui parler comme ça sur lui, qui s'appelle Abdou Nguer parce qu'il fait du bruit qui les gêne, qu'on prend toute la République, qu'on, sur des paroles, flagrant délit le Waradem, parce que tout est clair, il n'y a pas d'enquête à mener sur des paroles. On l'amène en instruction pour qu'il dorme là-bas, alors qu'un ministre a dit qu'un ancien ministre a été liquidé. Et personne ne l'a appelé. Vous appelez ça la justice, vous? J'appelle ça une justice sélective, une justice sur commande, et le Premier ministre l'a dit. Il entend avoir une justice sur commande. Qu'on nous explique pourquoi on arrête Abdou Nguer, ou qu'on convoque d'autres comme Cheikh Thiam qu'on a emprisonné, ou qu'on arrête Moustapha Diakhaté, qu'on menace que zéro tolérance contre d'autres, alors même que le ministre porte-parole du gouvernement s'est permis de dire qu'on a assassiné un ministre de la République et personne ne lui a posé de question. Où est la balance de la justice? Chaque fois que la balance de la justice pense d'un côté et pense toujours du même côté, ce n'est plus de la justice, c'est l'utilisation des moyens d'État pour imposer ce qu'on veut à ses adversaires. Voilà ce que je voulais dire. Merci.